Ready? Go! C'est parti pour Piste de réflexion, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression, dans laquelle on va combiner le mental en ski alpin et les retours d'une coach experte de la discipline. Pour vous apporter des exemples frais de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en géant ou en slalom, j'ai choisi de faire appel à Florian Eustache, entraîneur de ski alpin diplômé d'État qui coach de U8 à U18 dans le massif de la Maurienne en Savoie. Je lui ai demandé de faire une fixation à propos des plus gros brouillards et fautes sur la dimension mentale dans son sport pour que vous évitiez d'enfourcher dans les moments qui comptent vraiment. Mon intention, c'est de vous amener des exemples palpitants pour qu'on parle réellement du terrain et que vous repartiez avec des techniques ou des corrections pour accélérer vos perfs et pivoter quand c'est difficile. Tout ça, peu importe la discipline, même dans des sports collectifs. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Florian amenait ses problèmes, je glissais mes idées. Vous allez aimer si vous êtes en recherche de vitesse d'évolution. On a osé s'engager sur la pente qui critique les méthodes répandues parce qu'il ne neige pas que des bonnes idées dans le milieu. Vous me direz si on a trop dérapé, mais je ne voulais pas freiner le débat. De l'entraînement à la compétition, en passant par les relations entraîneur-entraîné, on trace pour vous ce qui peut déclencher un virage dans la progression ou faire chuter au classement. Alors, attrapez le tire-fesse, c'est Ready to Rock qui vous emmène au sommet, on y va. Salut Florian, dans cet épisode, je sais que tu as, avant la session d'aujourd'hui, noté quelque chose que tu entends dans la bouche des jeunes, plusieurs phrases qu'ils disent, qui selon toi auront de l'impact pour eux sur le terrain. J'ai très envie qu'on les prenne presque une par une, qu'on en discute. On y va ? Ok, ça marche. Salut Nathan. Alors la première phrase, souvent on leur demande, par exemple en compétition après la première manche, comment ça s'est passé ? Et ils nous répondent souvent, quand ils ratent la manche ou quand ils estiment que ça s'est pas très bien passé, ils nous disent « j'ai fait de la merde ». Qu'est-ce que toi tu fais dans cette situation ? Alors au départ je disais « mais non, raconte-moi plus précisément comment ça s'est passé ». Et maintenant je leur interdis cette expression, je dis que faire de la merde c'est aller aux toilettes et je voudrais qu'on parle plus de ce que tu ressens, des émotions que tu as et peut-être en détail d'être plus dans quelque chose de précis que de dire une expression comme ça négative. C'est vraiment important ce truc dont tu parles, là, quelque chose de précis, et je peux te donner peut-être 2 stratégies pour aller encore plus loin dessus. L'une déjà pour préciser ce que tu es en train de faire avec eux quand tu fais ça, c'est que tu es en train de fragmenter ce qui se passe. Eux, ils voient toute la course, toute la manche, et ils se disent je suis trop nul, alors que probablement ils n'ont pas été trop nuls à propos de tout. Ça se trouve au départ ils ont fait une excellente poussée sur les bâtons, et puis même s'ils sont sortis à la 4e porte, il y avait cette bonne poussée au début. Ou alors c'est en bas du mur dans le raccord de pente que là ils ont fait une faute, mais avant ça se trouve ils ont fait un très bon mur. Et du coup nous notre rôle en tant qu'accompagnant, c'est de les aider non pas à voir tout ça comme un énorme truc nul, mais à voir qu'est-ce qui spécifiquement a été nul. Et ça va permettre 2 choses. La première c'est que ça permet que quand tu vois spécifiquement qu'est-ce qui a été nul, alors tu peux progresser sur ce truc spécifique. Alors que si tout ton ski a été nul, comment tu fais pour changer quelque chose ? Puis la deuxième, c'est que quand tu décides que spécifiquement il y a une chose qui est nulle, c'est-à-dire que tu peux aller voir dans le reste qu'est-ce qui a été positif. Et d'ailleurs j'en parlais dans un épisode entre 45 et 50, je sais plus exactement, où je disais comment débriefer une Coupe du Monde avec un snowboarder que j'accompagne, qui lui aussi trouvait j'ai fait ma compète nulle, donc tu vois c'était même pas un run, c'était toute la compétition. Et si toi t'as tes jeunes qui veulent presque pas en parler parce qu'on peut imaginer qu'ils sont en mode non j'ai fait de la merde, tu pourrais aussi avoir cette méthode de confrontation avec eux où tu dirais t'as fait de la merde et alors ? Oui, et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Parce que parfois je sens bien quand tu me dis au début j'allais avec eux et j'essayais de leur dire mais non ça va aller, etc. C'est vrai que des fois ils veulent pas aller en ce sens-là, et donc si tu les pousses encore plus loin dans la direction dans laquelle ils sont partis, en mode oui t'as fait de la merde, et ça peut permettre qu'après une fois qu'ils ont été visiter cette direction-là, ils sont prêts à retourner dans l'autre sens. Surtout c'est en mode t'as fait de la merde, et alors ? C'est nul quoi. Oui, et presque de tourner le truc en ridicule en mode il y a quoi après c'est nul ? Peut-être qu'il y a est-ce que tu vas arrêter le ski alpin parce que t'as été nul ? Et je pense que c'est une direction dans laquelle des fois on peut prendre des risques en tant qu'intervenant, parce que c'est pas parce que t'évoques le fait qu'il arrête le ski alpin qu'il va vraiment l'arrêter. Par contre, que tu pousses le bouchon jusqu'ici en mode t'as raté une manche, donc quoi, tu vas arrêter le ski alpin parce que t'as été nul sur une manche ? Tu peux le faire réfléchir à son projet et après il y retourne. Ouais, bonne idée. Souvent ils disent il m'a battu alors que d'habitude je suis devant, j'ai raté ma course. Ils se comparent les uns les autres par rapport à... Ok. Selon toi, c'est quoi le problème quand ils font ça ?
Bah, en fait, ça dépend pas que d'eux. L'autre a très bien pu faire une super manche ou de se comparer les uns aux autres. Voilà, ça dépend des situations. Ah bah aujourd'hui je l'ai battu, hier je l'ai pas battu. Bah oui, mais Florian, si je fais de la compétition, c'est pour battre les autres. Oui, c'est sûr. Mais les autres, on peut pas. En fait, ce que tu veux dire, c'est que quand il se compare aux autres, d'habitude je le bats, là il m'a pas battu, etc. Au lieu d'être concentré sur le processus de ce que lui il a fait, il est concentré sur la performance de l'autre, qui ne dépend pas de lui. Tout à fait. Et si ça se trouve, ce jour-là, l'autre a vraiment été très très bon. Ou à l'inverse, l'autre a été comme d'habitude, mais lui, il n'a pas fait bien ce qu'il faisait d'habitude. D'ailleurs, en ski, en compétition, on retrouve souvent ce mécanisme où les athlètes skient pas du tout comme à l'entraînement. Par exemple, ils sont très crispés, ils osent pas de la même manière, etc. Et ça peut faire que si l'autre n'a pas changé sa façon de skier, mais que toi, tu as réduit ton potentiel de 100% à 60%, là, ça pose problème. Ok, il y en a d'autres, des phrases comme ça? Le tracé, il est trop nul, la piste, elle est pourrie, j'arrive pas à skier. Ok, qu'est-ce que tu fais quand t'entends ça? J'essaye de fragmenter, de leur dire qu'est-ce qui est trop nul, pourquoi t'as pas réussi à skier, et j'essaye d'être plus dans une précision dans les termes plutôt que des généralisations voilà, où j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé en fait, pour les aider. Ok. Ça me fait penser à un moment où j'avais accompagné les clubs de Val Thorens et les Ménures sur le glacier et deux Alpes, et j'avais remarqué un truc étonnant le matin, c'est qu'il y a une partie des jeunes qui étaient montés sur le glacier en disant « Putain, mais aujourd'hui c'est nul, il fait mauvais temps, la neige elle est trop chaude, elle est toute mouillée, le tracé ça fonctionne pas. » Et les autres qui étaient en mode « Ah bah dans l'hiver ça arrivera d'avoir des jours où il pleut, d'avoir des jours où la neige elle est mauvaise, et donc grâce à aujourd'hui, cette journée sur le glacier, ça va me permettre de m'entraîner pour les compètes de cet hiver où il y aura ça. » Et c'est marrant parce que avec ces deux types de croyances différentes par rapport à la journée, on voyait vraiment deux comportements différents chez les jeunes. Ceux qui faisaient des efforts ce jour-là, même si c'est pas le ski le plus agréable, on préférait être dans la poudreuse ou dans la neige béton, ça dépend. Et ouais, c'était étonnant de voir cette différence entre les deux, et quand l'après-midi, je les ai réunis en séance de préparation mentale en salle, je leur ai demandé de confronter leurs deux modèles du monde pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont tous passé la même matinée. Factuellement, je veux dire, à l'extérieur, les conditions étaient la même. La météo est la même pour tout le monde, n'est-ce pas? La neige est la même pour tout le monde. Mais par contre, intérieurement, ils n'ont pas du tout passé la même matinée. Et des fois, c'est ça, je crois qu'on devrait les aider à faire, c'est à prendre conscience que l'histoire qu'ils se racontent à propos de ce qui est en train de se dérouler, ça change complètement l'expérience qu'ils vivent. Est-ce qu'elle est intéressante ou pas? Voire même, est-ce qu'elle est agréable ou pas? Mais dans tous les cas, on peut imaginer que cette matinée-là, elle est désagréable, parce que skier sous la pluie, en général, c'est pas ce qu'on recherche. Mais pourtant, ils peuvent la rendre intéressante ou inintéressante. Quelles autres phrases t'entends souvent? De toute façon, j'avais pas un bon dossard, j'avais trop de trous, donc j'ai raté ma manche. Ouais, ça c'est un truc qui arrive souvent en ski alpin, parce qu'en fonction du dossard qu'ils ont, ils partent pas dans le même ordre, et donc le tracé est déjà usé par d'autres, pour ceux d'entre vous qui connaissent pas le ski alpin. Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? Et du coup, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se joue selon toi, Florian, et comment tu les aides? Ce qui se joue, c'est qu'ils se trouvent entre guillemets, des excuses de terrain qui, c'est vrai que ça peut pénaliser le compétiteur. Après, j'essaie toujours de leur dire qu'il faut s'adapter au terrain et que c'est le jeu du ski, en fait. Ok, quand tu dis le jeu du ski, qu'est-ce que tu veux dire? Le jeu du ski, c'est il y a des conditions qui changent. On est dans un environnement où il faut s'adapter au terrain. On peut pas tout maîtriser, c'est-à-dire que on a un terrain qui change, on a des dossards qui sont tirés au sort de manière aléatoire, donc il y a un facteur chance ou pas. Mais de toute façon, que le skieur doit s'adapter à tous ces paramètres. Ouais, je comprends. C'est un peu comme si j'ai l'impression qu'il y a une forme de refus de la discipline en mode putain, ça me saoule, j'ai pas le bon dossard, je suis dans les trous. Et ça serait un petit peu comme si dans l'entrepreneuriat, tu me disais ça me saoule, il y a la compta et puis il y a l'URSSAF, etc. Alors qu'en fait, ça fait partie des règles du jeu si tu veux y jouer. Et donc, on aurait besoin qu'en ski alpin, ils se mettent à apprécier ces choses-là. Et en même temps, il y a un peu un paradoxe qui est que pour préserver leur estime d'eux-mêmes, une stratégie qui est super intéressante, c'est d'attribuer leurs difficultés à des causes extérieures. Oui, parce que si j'ai raté parce qu'il y avait des trous ou parce que j'avais un mauvais dossard, du coup j'ai raté non pas parce que je suis nul,
mais parce que les circonstances extérieures ont fait que. Et donc ça me permet de préserver mon estime de moi. Et je pense que ça, dans l'accompagnement, ça doit être difficile à déceler. Quand est-ce que tu dois les pousser à juste mieux comprendre que ça fait partie du ski et qu'ils doivent se donner quand même dans ces conditions-là et qu'il y a des choses à apprendre, etc. Et quand est-ce que, à l'inverse, tu dois plutôt les laisser avec ça parce que finalement ça leur permet de préserver leur estime d'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'en ski alpin, il y a des courses où franchement tu peux pas faire grand-chose selon les conditions de neige et le dossard que t'as. Aujourd'hui c'est comme ça et puis voilà, on passe à la prochaine course. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je suis d'accord. Après, il faut aussi mesurer. Je pense qu'il y a des courses où vraiment les conditions sont très extrêmes, où on peut juste dire bah ouais, mais tu t'es battu, tu t'es donné, t'as essayé de faire ton maximum. Trop bien. Puis il y a une dernière phrase que je vois en bas de ta liste, tu peux m'en parler ? On dirait un U16, il a 2 fois mes cuisses. Ça, c'est sur le gabarit. Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi quand t'entends ça ? C'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je suis tout fin, j'ai un petit gabarit et lui il fait 2 fois ma taille, c'est normal qu'il soit meilleur que moi. Et je trouve que déjà tu pars, tu te dis bon, j'ai un peu aucune chance quoi. Ou c'est pour ça que j'ai raté ou j'ai fait moins bien, c'est parce que j'ai pas le gabarit qu'il faut. Ok, et à ce moment-là, comment tu les aides ? Je leur fais prendre conscience qu'il faut skier avec son gabarit, qu'il y a aussi, quand on est grand, c'est pas toujours aussi facile. On a tous, une physiologie différente et qu'il faut skier avec un moment présent, on est comme ça, et qu'il faut s'adapter aussi à son gabarit. Ça peut être aussi un avantage d'être plus petit. Sur certaines situations, ça peut être un avantage d'être plus grand, plus costaud. Et que du coup ça tourne et puis avec la croissance ça peut se réguler et ça peut changer dans l'avenir. C'est amusant cette façon que tu proposes de résoudre le problème parce que je comprends comment elle peut être intéressante et en même temps j'aurais envie de te proposer un truc à l'opposé parce que quand tu fais ça, là tu leur proposes des justifications de pourquoi ils ont tort entre guillemets et t'argumentes sur le fait que mais tu sais petit ça peut être un avantage etc. Et en fait moi j'irais de la manière suivante, je pourrais dire ouais, t'as raison, admettons, parce qu'on fait du ski cross en plus, ou même en ski alpin, tiens, d'être plus lourd ou d'être plus grand, c'est vrai que c'est utile. Bon, déjà, ça se trouve, lui, un jour, il deviendra plus grand, donc faut juste qu'il attende un peu. Mais surtout, ce que je pourrais dire, c'est, est-ce que ce qui le rend meilleur que toi, c'est d'être plus grand, ou c'est de croire que comme il est meilleur que toi, il va être plus rapide ? De quelle manière est-ce que le fait de croire que lui, il est plus grand, donc meilleur, comment ça influence ton ski ? Comment t'es au départ quand tu te dis tiens celui contre qui je vais faire la course, lui il est plus grand, lui il a de meilleures chances que moi de gagner. Et en fait c'est de les faire réaliser que il y a une partie du problème, c'est vrai, qui est liée au fait qu'ils ont pas la même taille, et puis il y a une partie du problème qui est liée à ce qu'ils se racontent. On pourrait faire la même chose avec la relation à l'argent chez les un peu moins jeunes, c'est-à-dire que quand j'étais à la fac par exemple, je me disais ah mais c'est pas normal, il y en a, leurs parents ont plus de sous, c'est plus facile pour eux. C'est vrai. Sauf que tant que tu crois ça, et que tu es dans cet état d'esprit-là, est-ce que ça t'aide, toi, à trouver les ressources pour changer ta situation financière, pour faire un métier qui te plaît plus, pour trouver un moyen d'acheter des snowboards, même si t'as moins d'argent ? Et je trouve que de revenir à, tiens, comment est-ce que ça m'influence, moi, de croire ça à propos des autres, ça peut faire un énorme changement. Ok, c'était l'épisode Dans la bouche des jeunes. Merci Floriane. Merci Nathan. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!